Ce que vous admirez là est de loin le portrait le plus réussi de notre Soleil. Heureusement, notre étoile mère, vieille de 4 milliards et demi d'années, n'a pas utilisé de maquillage pour arranger son teint avant cette séance photo, et nous pouvons maintenant étudier sa surface en détail. Ce cliché emblématique a été pris en mars 2022. La NASA voulait acquérir une meilleure compréhension du comportement de notre astre et de son impact sur la vie terrestre, et envisager le futur de nos technologies spatiales, bien entendu. Pour ce faire, on a lancé le satellite de la mission d'observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, en février 2010. Cette séance photo légendaire a donc eu lieu 12 ans plus tard, lorsque le SDO était à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Les chercheurs ont dû assembler 25 images individuelles à la façon d'un puzzle. Ainsi, l'image finale contient 83 millions de pixels. Et oui, cette résolution est environ 10 fois supérieure à celle de l'écran de votre téléviseur 4K dernier cri. Regardez cet incroyable motif qui rappelle la croûte d'un biscuit. Habituellement, la surface étincelante du Soleil nous la cache lorsque nous observons l'étoile depuis la Terre. Heureusement, la NASA a exploré cette lumière au-delà du spectre observable, ce qui lui a permis de découvrir des détails invisibles du visage de notre Soleil. Lorsque l'on ajuste un selfie avec des filtres et des effets, on peut obtenir des portraits complètement différents, mettant en évidence différentes parties de notre visage, même celles que nous ne savions même pas exister. Le même principe s'applique ici. Chacune de ces boules de plasma est la même photo du Soleil, saisie à différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Les taches et les motifs révélés peuvent nous aider à comprendre un peu mieux les événements qui se produisent sous de la peau de notre étoile. À la vitesse de la lumière, désigne généralement quelque chose d'extrêmement rapide. Pourtant, ce rayon rose doré qui caresse votre joue à l'aube a parcouru un long chemin et est incroyablement vieux à l'échelle humaine. Les photons générés par le noyau du Soleil mettent entre 10 000 et 170 000 ans pour traverser l'atmosphère de l'étoile, puis environ 8 minutes de plus pour atteindre la Terre. Explorons donc pourquoi cela leur prend aussi longtemps. Notre visite débute par la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil. Vous voyez ces divinités solaires dans les peintures et les pièces de théâtre de l'ère baroque? Elles arborent souvent des couronnes luxueuses aux rayons mordorés. Eh bien, le Soleil lui-même porte aussi une belle couronne, qui est la couche externe de son atmosphère. Mais bien sûr, sa grandeur et sa gloire sont incomparables avec celles de ces couronnes de costumes en carton-pâte, et sa forme n'est pas si régulière. La couronne est une enveloppe de gaz qui enveloppe notre étoile mère, de sorte que sa taille et sa forme fluctuent constamment sous l'influence du champ magnétique du Soleil. Vous pouvez apercevoir cette couronne de vos propres yeux depuis la Terre lors des éclipses solaires totales. Elle s'apparente à un rayonnement sublime autour du disque solaire, qui lui-même est alors complètement masqué par la Lune. La couronne s'étend sur 8 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, alors que notre planète bleue ne mesure que 13 000 kilomètres de diamètre. Ainsi, le rayon hypothétique de la couronne équivaudrait à une ligne d'environ 625 000 planètes de la taille de la Terre. Et soudain, tous mes problèmes commencent à sembler minuscules. Et voici un autre fait singulier. La couronne du Soleil déroge en quelque sorte aux lois de la physique connue, car elle est plus chaude qu'elle ne devrait l'être. Sa température est de plus d'1 million de degrés Celsius, alors que la surface du Soleil est seulement d'environ 5000 degrés. Cela dit, l'adverbe seulement n'est pas le plus approprié, car c'est toujours extrêmement chaud en termes humains. Habituellement, la température tend à baisser lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les astrophysiciens demeurent perplexes face à un tel mystère. Heureusement, cette récente séance photo nous permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme boule incandescente sans risquer d'y perdre la vue. Prenez par exemple ces magnifiques points lumineux. Ils représentent les éruptions solaires qui se produisent sous la couche de la couronne. Celles-ci sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les champs magnétiques se heurtent les uns aux autres. Lorsqu'elles ont lieu, ils changent de forme et se réagencent rapidement. Ces champs magnétiques proviennent du plasma, qui est lui-même très turbulent, de sorte que de pareils événements ne sont guère surprenants pour la météo locale. Qui aurait cru que le Soleil avait des points noirs sur la peau, tout comme les adolescents? Ces zones plus sombres sont connues sous le nom de trous coronaux. Les terriens peuvent en admirer l'impact lorsqu'ils observent ces magnifiques aurores dans les régions polaires. Les trous coronaux semblent plus sombres parce que le plasma dans ces régions est plus froid, moins dense et ouvert magnétiquement. Ces conditions permettent au vent solaire de se répandre à travers le système solaire plutôt que de rester à la surface de l'astre. Et lorsqu'ils heurtent la magnétosphère terrestre, ces aurores se forment pour ravir nos yeux. Fort heureusement, notre champ magnétique local refroidit les vents solaires. Personne ne voudrait voir ses yeux fondre, n'est-ce pas? Maintenant, si nous cherchions un équivalent aux cheveux du Soleil, les meilleures candidates seraient les protubérances solaires.
Ces grandes boucles de plasma brillante s'élèvent de la surface du Soleil et s'étirent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs mois. C'est l'un des événements les plus répandus dans cette région. Bien que la première description détaillée d'une protubérance solaire date du XIVe siècle, les scientifiques modernes recherchent toujours comment et pourquoi elle se forme. En plongeant plus profondément, nous sommes confrontés à la zone de transition. L'épaisseur de cette couche est d'environ 100 km, et la météo locale est proprement démente. Les températures peuvent monter jusqu'à 500 000 degrés. Cette zone de transition se situe entre la couronne et l'ultime région de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la chromosphère. En parlant de ça, c'est justement notre prochain arrêt. La chromosphère est connue pour présenter un mystère scientifique du nom de spicule. Répétez-le 20 fois très vite. Spicule, spicule, spicule. C'est marrant, non ? Ce spectaculaire jet de plasma s'étire depuis la surface du Soleil et atteigne des vitesses d'environ 360 km par seconde. Comme s'ils sautèrent sur un trampoline depuis la surface du Soleil. Chaque spicule perdure quelques minutes dans l'espace avant de retomber dans l'atmosphère solaire. Les astrophysiciens avaient du mal à expliquer comment des particules chargées magnétiquement pouvaient réussir à échapper ainsi à l'incroyable gravité du Soleil tout en étant si proches de lui. Une réponse possible est apparue en 2017. Un groupe de scientifiques a découvert que des particules neutres fournissaient aux particules chargées magnétiquement une flottabilité supplémentaire permettant de s'arracher à la gravité solaire pendant un certain temps. Ce qui vaut toujours mieux que l'explication de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas ? Avançons maintenant de 1600 km à travers la chromosphère pour enfin atteindre la surface solaire, ou photosphère. Elle mesure environ 400 km d'épaisseur. Mais contrairement à la planète Terre, la surface du Soleil n'est ni stable ni solide. Les températures ici sont si élevées qu'aucune matière ne peut exister. D'un autre côté, les scientifiques surnomment souvent le plasma le 4e état de la matière. Et pourquoi pas ? Il est fait d'atomes ionisés et d'électrons libres, et il mérite en quelque sorte d'être considéré comme tel. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de rencontrer une espèce locale de personnes plasmoïdes. Mais je pense qu'il vaudra mieux que nous évitions leurs chaleureuses étreintes de bienvenue. Vous savez, de tels gens auraient sûrement un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, la photosphère est notre dernière étape, car l'humanité ne possède pas encore de technologies qui permettent d'explorer le Soleil plus profondément. Donc, si nous voulons en apprendre davantage, vous devrez inventer votre propre engin spatial. Mais le temps presse. Vous n'avez que 7 à 8 milliards d'années. Après cela, notre Soleil s'éteindra, selon les estimations des scientifiques. Et, à vrai dire, ces mêmes scientifiques seront sûrement les premiers sur le coup. Vous avez un sérieux compétiteur. La sonde solaire Parker de la NASA détient actuellement le record de la plongée la plus profonde dans notre Soleil. Cet engin spatial a réussi à parcourir 7 300 000 km depuis la surface du Soleil en direction de son noyau le 27 septembre 2023. Et depuis, la sonde Parker a réitéré l'exploit en décembre de la même année. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fondu, vous demanderez-vous ? La sonde a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes et à des fluctuations de température. Elle est équipée d'un bouclier thermique sur mesure et d'un système autonome protégeant la mission contre l'intense rayonnement solaire. La NASA a d'autres plans ambitieux. En décembre 2024, Parker s'approchera encore plus près du Soleil. Elle se déplacera plus rapidement que tout autre objet fabriqué par l'homme, à la vitesse de 700 000 km/h. La sonde se trouvera alors à seulement 6 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil. C'est pratiquement comme atterrir sur une étoile. Les astronomes ont déjà comparé ce prochain jalon à notre premier alunissage. Enfin, il vaudrait probablement mieux que nous atterrissions de nuit. Bon d'accord, je l'admets. C'est une blague vieille comme le monde. Et si le Soleil faisait boum ? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein ? Mais attends, j'ai autre chose. Si le Soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi ? Et comment est-ce que ça se passera exactement ? Nous sera-t-il possible de survivre ? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire,
une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum, une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées. Des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Obliterée ou dispersée aux vents cosmiques.
Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Le Soleil s'apprête à se retourner car ses pôles magnétiques sont en train de s'inverser. Tout comme la Terre, le Soleil a un nord magnétique et un sud magnétique. Toutefois, contrairement à notre planète, le processus d'inversion des pôles du Soleil est plus fréquent et plus facile à prédire. Le prochain renversement est prévu cette année entre avril et août. Aussi apocalyptique que cela puisse sembler, vous n'avez pourtant pas à vous inquiéter. Si vous avez environ 30 ans, vous avez déjà éprouvé ce phénomène plus d'une fois, car le Soleil se renverse tous les 11 ans. Vous n'avez probablement pas remarqué de changement à l'époque, parce que ce processus n'a pas d'impact majeur sur la vie terrestre. Mais cette fois-ci, les choses pourraient être un peu différentes. Sur Terre, les courants marins sont des mouvements qui jouent un rôle crucial en influençant le climat et les intempéries et en répartissant la chaleur de l'équateur vers les pôles. Sur le Soleil, ces courants sont davantage comme un océan de plasma. Mais ils ne transportent pas seulement de la chaleur, ils transportent aussi de l'énergie électromagnétique. Cela se produit parce que le Soleil est une énorme boule de gaz incandescent et ionisé, qui continue de circuler à l'intérieur de son noyau. En fusionnant ces atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, notre étoile libère une énorme quantité d'énergie, produisant ces puissants courants électriques. Et chaque fois que vous avez de tels courants, vous avez des champs magnétiques. C'est plus facile à visualiser si vous repensez à cette expérience classique avec un fil de cuivre et un clou que vous avez probablement réalisé à l'école. Lorsqu'un courant électrique passe à travers un fil, il crée un champ magnétique autour de celui-ci. Donc, lorsque vous connectez un fil à une batterie et l'enroulez autour d'un clou, ce clou devient aimanté. C'est similaire à la façon dont les courants électriques génèrent des champs magnétiques autour du Soleil. L'ensemble de ce processus, grâce auquel le Soleil génère son champ magnétique, est ce que l'on appelle une dynamo. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais nous pouvons en voir les effets sur la surface du Soleil. Lorsque les flux plasmiques et magnétiques deviennent instables, ils se manifestent sous la forme de taches solaires,
Vous savez, ces zones sombres sur la surface du Soleil. On ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette dynamo, mais les scientifiques ont compris quelque chose d'important après avoir observé ces taches solaires au fil des siècles. Ce processus suit un certain schéma. Environ chaque décennie, il se réorganise de lui-même. Les champs magnétiques des pôles du Soleil s'amenuisent jusqu'à disparaître complètement, puis ils reviennent, mais avec une polarité opposée. Dans les années 50, les chercheurs ont découvert que lorsque les taches solaires commençaient à s'intensifier, cela signifiait que les pôles se préparaient à une inversion. Et ces dernières années, l'activité solaire a été tout à fait hors norme. Davantage d'éruptions solaires, de rafales de rayonnement électromagnétique, et plus d'éjections de plasma dans l'espace. C'est comme si nous étions assis au premier rang du plus grand spectacle pyrotechnique du système solaire. À vrai dire, le Soleil n'a probablement pas été aussi animé au cours des 2 dernières décennies. À l'heure actuelle, les experts estiment que les champs magnétiques des pôles sont quasiment synchrones et s'affaiblissent peu à peu, se rapprochant de plus en plus de zéro. Mais nous n'avons pas encore atteint le point d'inversion. Bien qu'il puisse sembler que le Soleil inverse ses pôles tous les 11 ans, comme une horloge, la vérité est que ce n'est pas aussi nettement défini. Ce chemin ne se fait pas sans encombre, et certains aspects du phénomène sont encore très difficiles à prédire. Prenez le dernier cycle solaire, par exemple. L'hémisphère nord a débuté son inversion magnétique dès le début de juin 2012, mais il a ensuite rencontré un obstacle et a stagné autour du point neutre jusqu'à fin 2014. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, les choses étaient aussi plus fluides, et le changement de polarité s'est produit courant 2013. Cette fois-ci, l'activité solaire paraît plus régulière. Les choses semblent se dérouler plus en douceur pendant ce cycle, avec une transition des pôles plus uniforme. Mais voilà le truc. Ce processus d'inversion ne se répète jamais à l'identique, et c'est ce qui rend ce phénomène si intéressant à observer. Mais en même temps, il est difficile de prédire comment cela nous affectera ici-bas. Ici sur Terre, nous n'avons guère à nous soucier de ces intenses explosions solaires qui se produisent à 150 millions de kilomètres de distance. Mais si, et l'on dit bien si, une tempête solaire devait frapper notre planète, la principale menace qu'elle représenterait serait probablement la perturbation des satellites de communication dans l'espace. Néanmoins, les choses pourraient en prendre un tour différent lors du cycle d'inversion prévu pour 2024, car le nombre de satellites en orbite a explosé ces dernières années. Le système Starlink, par exemple, implique à lui seul plus de 4000 d'entre eux. Tous ces satellites de communication et autres GPS pourraient être impactés voire même détruits par une puissante tempête solaire. Bien que les chances qu'une puissante tempête solaire frappe la Terre soient minces, ce n'est pas impossible. En 1859, lors de l'événement de Carrington, une tempête s'est produite près d'un pic d'activité solaire, provoquant des surtensions dans les lignes télégraphiques, déclenchant des incendies et perturbant les échanges à l'échelle mondiale. La Terre s'est murée dans le silence lorsque toutes ces communications télégraphiques ont été coupées. Imaginez simplement ce qu'une tempête solaire pourrait faire à notre vaste flotte de satellites aujourd'hui. Elle pourrait affecter tout ce dont nous dépendons quotidiennement, de la géolocalisation et des télécommunications basées dans l'espace au service de prévision météorologique. La distribution de l'électricité au niveau du sol pourrait également être affectée. Vous pouvez faire une croix sur YouTube, et même sympa, parce que si un tel événement se produisait aujourd'hui, il pourrait mettre à mal Internet, coupant du monde d'innombrables personnes. Les prédictions affirment que si un événement de type Carrington se produisait aujourd'hui, il en résulterait des dommages allant de 600 à 2600 milliards de dollars. Et on parle ici uniquement des États-Unis. Heureusement pour nous, des tempêtes solaires aussi intenses que l'événement de Carrington n'arrivent qu'une fois tous les 500 ans environ. Une mauvaise nouvelle pour les satellites de communication, mais une excellente nouvelle pour les observateurs d'aurores boréales. Durant l'événement de Carrington, des aurores éblouissantes ont illuminé le ciel et le spectacle des lumières polaires s'est étendu bien au-delà des contrées habituelles. Ces aurores boréales ont été aperçues jusqu'au sud de Cuba ainsi qu'à Honolulu, tandis que des aurores australes ont été vues jusqu'à Santiago, au Chili. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, ce fut leur premier aperçu de pareilles aurores, les laissant bouche bée devant ces cieux inhabituellement clairs. Certains ont alors pensé que c'était la fin du monde, tandis que d'autres se sont réveillés inhabituellement tôt, en croyant que le soleil s'était levé après avoir entendu les oiseaux gazouiller et toute cette lumière. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien d'étrange à cela, étant donné que l'apparition d'aurores à de telles latitudes est l'un des effets attendus de l'inversion des pôles magnétiques du soleil. Typiquement, ces phénomènes iridescents
s'observent entre 60 et 75 degrés de latitude, mais lors de la dernière inversion des pôles magnétiques, en 2013, d'intenses aurores ont été observées en dessous des 50 degrés. Les témoins ont décrit ces aurores comme étant rouge sang, tirant sur le cramoisi, et brillant si fort que l'on pouvait lire un journal à leur seule lumière. Il est important d'étudier ce phénomène, plutôt que de le craindre. L'inversion des pôles magnétiques du Soleil est en réalité une parfaite occasion pour les scientifiques de mieux comprendre comment fonctionne notre astre. Et comme il manque encore de nombreuses pièces au puzzle qu'est la dynamo solaire, nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre pourquoi certains cycles sont plus intenses que d'autres, ou de prédire quand une éjection de masse coronale se produira exactement. Mais être capable de les prédire devient de plus en plus crucial à mesure que nous nous aventurons dans l'espace. Plus il y a de gens en orbite autour de la Terre, plus ils sont exposés à ces fortes tempêtes solaires. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche à prendre plus précisément quand une pareille tempête pourrait causer des dommages à nos vaisseaux et à nos stations spatiales. De plus, cela aiderait les météorologues à effectuer de meilleures prévisions, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Le but principal serait de rendre les voyages spatiaux plus sûrs à mesure que notre intérêt pour des missions habitées vers la Lune et Mars ne cesse de s'accroître. Une autre raison pour laquelle il serait important d'en apprendre davantage sur l'inversion des pôles du Soleil est de mieux comprendre comment fonctionne le mystérieux cœur de notre astre. Cela pourrait en effet nous aider à mieux saisir l'aspect d'autres étoiles de l'univers et peut-être nous rapprocher de la réponse à l'ultime question. Que faisons-nous ici ? Des nuages de feu et de fumée s'élèvent et la fusée décolle. La Delta IV Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. 3 énormes moteurs brûlent des tonnes de carburant, ce qui permet au vaisseau spatial de prendre de l'altitude. Les 2 boosters latéraux se détachent et laissent le booster central pour la suite de l'ascension. Une fois en orbite, la fusée libère sa cargaison. Voici la sonde Parker Solar Probe, le premier vaisseau spatial à toucher le Soleil. Et nous allons suivre son voyage étape par étape. La sonde a été lancée le 12 août 2018 et a commencé son voyage vers notre étoile. Le Soleil est à 93 millions de kilomètres de la Terre. C'est 390 fois la distance Terre-Lune et 36 000 fois la largeur des États-Unis d'une côte à l'autre. Les particules de lumière que le Soleil émet ont besoin de 8 minutes pour parcourir cette distance. Pour nos fusées classiques, ce voyage prendrait plus de 200 jours. Mais la sonde Parker Solar Probe l'a parcouru plus rapidement en utilisant des manœuvres gravitationnelles. Sur son chemin de la Terre au Soleil, la sonde a tourné autour de notre voisine, Vénus. Il lui suffisait d'entrer dans le champ gravitationnel de la planète et de le laisser s'attirer. À ce stade, notre sonde spatiale a reçu un coup de pouce supplémentaire. Et elle n'a pas eu besoin de gaspiller de carburant. Après avoir effectué une orbite, les moteurs de la sonde spatiale ont modifié la trajectoire et la sonde a quitté l'orbite de Vénus. Elle a reçu suffisamment d'accélération pour se rendre jusqu'au Soleil. Et le 5 novembre 2018, la sonde Parker Solar Probe a effectué sa première approche du Soleil. Avant de toucher sa surface, la sonde a d'abord dû entrer dans l'orbite de l'étoile. Pour y parvenir, elle a effectué encore plus de manœuvres gravitationnelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, l'objet le plus lourd du système solaire, et dont la gravité est la plus puissante. Ainsi, celui-ci a donné à la sonde une incroyable accélération à chaque passage. La sonde solaire Parker se déplaçait constamment entre 2 points. Ce sont le périhélie et l'aphélie. Regarde, voici le Soleil et voici l'orbite de la sonde en forme d'ellipse. Le point le plus proche du Soleil est le périhélie. Le Soleil attirait la sonde à une vitesse incroyable. À ce moment, la sonde a commencé à s'éloigner de l'étoile. Elle avait encore beaucoup de vitesse et d'énergie, mais elle luttait contre la force gravitationnelle de l'étoile. Donc, elle a progressivement ralenti. Le point où la sonde a perdu toute son accélération s'appelle l'aphélie. La force gravitationnelle de l'étoile l'a emportée et la sonde a commencé à revenir vers le Soleil en reprenant de la vitesse. La sonde a effectué plusieurs cercles en suivant une orbite stable, mais son orbite s'est à nouveau croisée avec celle de Vénus. Une nouvelle manœuvre gravitationnelle. Après cela, la trajectoire de la sonde Parker Solar Probe s'est légèrement modifiée et elle a gagné en vitesse. Le point de périhélie de son orbite est maintenant plus proche du Soleil. La sonde a effectué plusieurs autres cercles en suivant cette nouvelle orbite. Puis à nouveau, elle s'est approchée de Vénus, une autre approche du Soleil.
chaque rencontre avec Vénus a permis de corriger la trajectoire de la sonde et de réduire progressivement sa distance par rapport à notre étoile. En avril 2021, la sonde Parker Solar Probe s'est finalement approchée du Soleil au point de toucher sa couronne. Bien que la distance réelle entre la sonde et le Soleil ait été de 8,5 millions de kilomètres, cela a tout de même été considéré comme un contact. Regardons la structure de notre étoile en la coupant en deux. Voici le noyau du Soleil. Il fait environ un quart de sa largeur. Ce noyau est 150 fois plus dense que l'eau. En raison de la forte pression et de la température élevée, des réactions nucléaires s'y produisent. L'hydrogène se transforme en hélium et dégage une quantité incroyable de chaleur et de rayonnement. La couche suivante est la zone de rayonnement. C'est là que la chaleur est transférée du noyau aux couches suivantes. Mais ici, les photons ne se déplacent pas vers l'extérieur. Ils peuvent être dirigés n'importe où et réémis de nombreuses fois. Les scientifiques pensent que le temps moyen nécessaire à un photon de lumière pour voyager du noyau à la couche suivante du Soleil est d'environ 10 000 à 170 000 ans. Ensuite, il y a la zone de convection. C'est ce que l'on considère comme la surface du Soleil. Mais ce n'est pas une surface solide. C'est un océan de plasma chaud. Cela ressemble à un nid d'abeilles. C'est parce que le plasma chauffé s'élève des couches inférieures, créant quelque chose comme des mini-geysers. Et tandis qu'il est encore chaud au milieu de ces geysers, les bords se refroidissent, ce qui crée un incroyable motif à la surface du Soleil. Les couches suivantes sont l'atmosphère du Soleil. Tout d'abord, la photosphère. C'est la couche qui émet de la lumière. Et c'est exactement ce que tu vois quand tu regardes le Soleil. Mais attention, ne fais pas ça. Il faut un équipement spécial pour regarder notre étoile. La photosphère a jusqu'à 400 km d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur à laquelle la Station spatiale internationale se déplace au-dessus de la Terre. Ensuite, la chromosphère, ou la sphère de couleur. Cette couche de l'atmosphère du Soleil donne à l'étoile sa teinte rougeâtre. Les protubérances solaires apparaissent ici. Ce sont de puissantes émissions de matière qui quittent la surface du Soleil. Leur vitesse peut atteindre 700 km par seconde. À un moment donné, elles sont attrapées par le champ magnétique de l'étoile et ramenées en arrière. Et puis, il y a la couronne, l'enveloppe gazeuse du Soleil. C'est là que se produisent les éjections les plus puissantes. Tu peux voir la couronne pendant les éclipses, lorsque la Lune recouvre le disque solaire. Dans ce cas, tu peux voir une sorte de lueur autour de l'étoile. C'est la couronne. Elle s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil. Et la sonde Parker Solar Probe a touché précisément cette zone. C'est là que la matière et le rougeoiement solaire sont encore soumis à la gravité de l'étoile et ne s'envolent pas dans l'espace. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette zone est le vent solaire. Ce sont les matériaux et les radiations qui parviennent à échapper à la gravité du Soleil et s'envolent vers l'espace. La sonde solaire Parker a surpris les astronomes en fournissant plus d'informations sur cette frontière. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un mur circulaire parfait comme nous le pensions. La frontière est discontinue et inégale. Elle ressemble plus à une chaîne de montagnes. Ces régions bosselées ont cette forme à cause du flux irrégulier de plasma provenant de la surface du Soleil. Plus ce flux est important et puissant, plus la frontière est éloignée de la surface de l'étoile. Mais les scientifiques ne savent pas encore ce qui cause exactement cette différence. Après avoir effectué le survol du Soleil, la sonde Parker Solar Probe a poursuivi son voyage et a recommencé à s'éloigner de l'étoile. Les chercheurs s'attendent à 4 autres approches en 2022. En août 2023, la sonde effectuera un survol de Vénus. Elle gagnera en vitesse et s'approchera du Soleil à une distance record. Le prochain survol de Vénus aura lieu en 2024. Avec un peu de chance, la sonde Parker Solar Probe sera capable de résister aux températures élevées et aux radiations à proximité du Soleil. Heureusement, les scientifiques ont pris soin de cela. La sonde a un bouclier solaire. Il est fixé sur le côté de la sonde qui fait face à l'étoile. Il a la taille d'une fenêtre de maison et une épaisseur de 10 cm. Il est fait d'un matériau spécial qui peut résister à une température d'environ 1370 degrés Celsius. C'est presque 6 fois plus élevé que la température d'un four de cuisine classique. Le corps de la sonde est fait d'un matériau blanc qui reflète la lumière du Soleil. Tout l'équipement scientifique est placé au centre de l'ombre de ce bouclier. Si les rayons du Soleil frappent de près le corps non protégé de la sonde, tous les équipements seront hors d'usage en quelques dixièmes de seconde. La sonde solaire Parker est équipée d'un instrument d'investigation des champs électromagnétiques. Il s'agit d'un système permettant de mesurer les champs électriques et magnétiques, les ondes radio, la température et la densité du plasma.
L'imageur à grand champ de la sonde Parker Solar Probe, ou WISPER, est un télescope optique, celui-là même qui a pris ces images étonnantes du plasma en mouvement dans la couronne de l'étoile. Ces courants sont ce que tu vois pendant les éclipses solaires. L'enquête sur les protons et les électrons du vent solaire mesure les protons, les électrons et les ions d'hélium. Elle aide les scientifiques à étudier les vents solaires. Elle nuit souvent à notre technologie. Des éruptions inattendues à la surface du Soleil provoquent de graves vents solaires. Ils peuvent brûler les puces des satellites en orbite autour de la Terre. Étant donné que nous avons l'ISS, où des gens travaillent en permanence, nous devons en savoir plus sur les vents solaires et sur la façon de nous en protéger. Alors que la sonde Parker Solar Probe poursuit ses recherches, elle a déjà établi plusieurs records mondiaux. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus proche du Soleil. C'est aussi le détenteur du record de vitesse. Lors de son approche finale du Soleil, la sonde a atteint une vitesse de 162 km par seconde. Cela signifie qu'elle pourrait couvrir la distance entre New York et Los Angeles en seulement 24 secondes. Et un voyage autour de la Terre prendrait environ 4 minutes. Un voyage vers la Lune dans un vaisseau spatial de ce type ne prendrait que 40 minutes. En 2025, la sonde Parker Solar Probe s'approchera au plus près du Soleil, atteignant une vitesse d'environ 690 000 km par heure. Mais même cette vitesse ne représente que 0,064% de la vitesse de la lumière. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète, et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage.
En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situé aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur.
La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon.
puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a deux problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace.
Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli-Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli-Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli-Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli-Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli-Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient.
Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux.